c'est quoi les grandes étapes de l'achat d'un bien immobilier en Espagne, particulièrement pour les Français, mais même globalement? Moi, j'ai eu des clients qui ont acheté un super appart qui avait été refait à neuf, mais en fait, les parties communes et la totalité du bâtiment étaient pourries d'aluminosis. Si tu décides de te faire accompagner par un avocat, moi, ce que je recommande toujours, c'est de ne rien signer et pas verser d'argent avant que l'avocat check le document. Donc, il y a quand même, sur un bien à 1 million, entre 300 et 320 000 euros à apporter soi-même. Et j'ai des clients aussi qui veulent faire des travaux, par exemple. Tu vois, ils me disent « Ah, mais je vais me faire financer les travaux ». Faut être à la bonne, hein, parce que moi, en 17 ans de carrière, je l'ai peut-être vu 3 fois. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce possible? Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez important pour nous Français qui habitons en Espagne, puisque c'est un sujet d'importance croissante dans la mesure où on va parler d'immobilier et d'investissement en immobilier en Espagne avec Audrey Clémenceau. Salut Audrey. Salut Guillaume. Et Audrey qui est avocate spécialisée dans les sujets justement d'immobilier en Espagne et beaucoup avec le public français. Et pourquoi c'est important? Parce que il y a une tendance de fond depuis une dizaine d'années, mais qui s'est accrue probablement après le Covid, de par le fait qu'il y ait plus d'installations et de par l'attractivité de ce pays, c'est que les Français investissent de plus en plus dans l'immobilier. C'est autour d'1,5 milliard d'euros par an quand même, et en croissance permanente. Mais alors, un peu, et pour commencer, un peu comme, est-ce que toi qui as été avocate, avant de te spécialiser dans l'immobilier, avocate de manière plus générale, est-ce que tu as en immobilier comme ailleurs, vu cette tendance qu'ont les Français quand ils débarquent en Espagne, de se dire c'est comme la France, ça va être hyper simple? Totalement. Voilà. Je crois que c'est le réflexe de tout le monde, en fait. On a l'habitude de faire comme on fait dans notre pays, et puis on arrive à l'étranger et on se pose même pas la question peut-être de est-ce que c'est différent ou pas. Et c'est carrément différent. Moi, la première chose que je dis à mes clients quand je les vois en réunion et qu'ils me disent j'ai un projet immobilier en Espagne, je fais OK, tu fais reset en fait. Ouais. Par rapport à si tu as de l'expérience en France, tu te dis, tu commences par te dire c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On vient de passer la frontière, c'est très différent. En plus, l'Espagne, il y a des droits locaux qui s'appliquent. En Catalogne, on a un code civil catalan, donc sur les achats immobiliers, c'est même différent du reste de l'Espagne. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude en France. Le droit, certes, la langue aussi, mais la pratique en tant que telle, parce que tu vois, en France, quand tu fais un achat immobilier, tu as ton notaire. Ouais. Toi, ce qui est acquéreur, tu as ton notaire, le vendeur a son notaire, les notaires parlent ensemble et en fait, tout est drivé par le notaire du début jusqu'à la fin. Ouais. Tu as l'habitude de ça. En Espagne, ça ne marche pas pareil. Le notaire, il n'y en a qu'un déjà, donc il ne représente pas une partie. Il est juste officier public et il intervient en bout de course. Quoi. Au moment d'officialiser la transaction ou d'enregistrer la transaction. Exactement. Au moment où on signe ce qu'on appelle l'acte authentique d'achat et de vente, donc c'est la dernière étape. Tu vois, c'est le moment où tu as les clés, où tu deviens propriétaire. Donc voilà, tout ce qui se passe en amont, c'est géré par les agents immobiliers s'il y en a et par les avocats s'il y en a aussi, parce que c'est pas obligatoire d'être accompagné par un avocat, c'est juste vivement recommandé. Oui, c'est-à-dire que effectivement, en France, quand je vends un bien immobilier, quand j'en achète un, bon, il y a tout je vais chercher le bien, je me mets d'accord, mais très vite on passe par le notaire. C'est quoi l'étape du notaire? La première étape, mettons que je sois vendeur, mettons que je sois plutôt acheteur. Je vois un bien immobilier sur Internet. Et effectivement, j'aurais plutôt tendance, une fois l'accord de principe avec soit l'agent, soit le vendeur, tout ce truc qui peut être un peu différent, mais qui globalement va vers un accord. Première chose, moi, c'est de me retourner vers le notaire. Là, c'est quoi les grandes étapes de l'achat d'un bien immobilier en Espagne, particulièrement pour les Français, mais même globalement? Oui, globalement. Alors, là, la différence, c'est que tu ne vas pas vers ton notaire. En fait, la première personne avec qui tu vas avoir contact dans l'opération, c'est l'agent immobilier. C'est l'agent immobilier qui a le bien en vente, qui va te dire, si le bien t'intéresse, il faut que tu fasses une offre. Donc, il faut que tu signes le premier document, c'est ce qu'on appelle le contrat de réservation, la reserva. Donc, tu le signes directement avec l'agent immobilier. Donc, si tu décides de te faire accompagner par un avocat, moi, ce que je recommande toujours, c'est de ne rien signer et pas verser d'argent avant que l'avocat check le document. Oui, mais ça veut dire que tu passes obligatoirement par un agent immobilier? Si le bien est en vente dans une agence, mais si c'est du particulier à particulier, non, c'est directement avec le propriétaire, du coup. Mais du coup, il faut avoir un avocat parce que qu'est-ce que tu signes? Si tu es avec un agent immobilier, effectivement, il va te faire signer un contrat, enfin un papier de réservation. Tu vas verser des sortes d'art que tu récupères si tu prends pas, enfin si la vente ne se fait pas, mais il y a comme déjà une transaction.
Avec un particulier, c'est pareil, ou tu vas directement à la banque, ou tu vois. Non, tu peux effectivement. Si tu veux, la seule étape obligatoire en Espagne, c'est d'aller chez le notaire. Tout ce qui se passe avant. C'est pas encadré. Non, c'est pas du tout encadré. C'est du freestyle. Donc ça dépend effectivement s'il y a une agence ou pas. Moi, j'ai vu des opérations où on va directement au contrat d'art, où on verse 10%. Et il n'y a pas de réservat. Parce qu'effectivement, c'est du particulier à particulier. On se tape dans la main, parce qu'en Espagne, on aime bien se taper dans la main un peu plus qu'en France. Ouais. Voilà, tu le sais. On est OK sur le prix. On se donne une deadline, un calendrier, et puis hop, on avance, quoi. Ouais. Donc ça dépend. Ça dépend aussi si l'agent immobilier il a le bien en exclusivité ou pas. Parce que si c'est le cas, tu peux être assez tranquille, il n'y a pas trop de stress, tout va passer par lui. Mais s'il y a plusieurs agences, tout de suite, vite, lui, il va vouloir signer la reserva, tu vois, pour la présenter et pour avoir l'opération. Ouais, pour maximiser ses chances, parce que, en gros, on va avoir plus de chances de tomber sur un agent immobilier, il va nous faire signer un papier. Là, tu dis, attention, ne rien signer tant qu'on n'a pas lu, ce qui s'applique d'autant plus si on n'habite pas ici ou si on arrive depuis peu de temps et qu'on n'est pas super à l'aise avec ce type de contrat, parce que malgré tout, c'est un contrat. Ah, mais c'est totalement un contrat. C'est un contrat, même s'il est rédigé sur un bout de papier. En fait, c'est un contrat, quoi. Donc, à partir du moment où tu signes ça, tu as des conséquences juridiques qui sont prévues par la loi et qui, la plupart du temps, ne sont pas indiquées sur le document. Tu vois ? Donc, moi, mes clients, je leur dis, ne signez rien pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce type de contrat, en principe, notamment préparé par des agents immobiliers, c'est assez standard. Donc, il faut faire du sur-mesure si tu as besoin d'un financement, s'il y a des clauses un petit peu particulières. Il faut le mettre dans le contrat. Et aussi parce qu'il y a des petites lignes du contrat. Il faut que tu comprennes, en fait, ce que tu signes. Oui, je crois que le premier point, c'est de dire qu'effectivement, là où ça change par rapport à la France, c'est que n'ayant pas le notaire au début, on peut se dire c'est un agent immobilier, c'est limite pas légal ou c'est pas impliquant. Non, ça, tout ce qu'on signe, ça peut se retourner contre nous. Ouais, totalement. Clair. Et dans le détail, effectivement, même si c'est un contrat standard, peut-être que le contrat est standard, mais pas le bien, parce que par exemple, il peut avoir une partie qui est pas affectée à ces cédulas qui sont, je sais pas les cédulas, c'est des types d'exploitation du bien qui peuvent être commerciaux et habitat et un peu mélangés, mais le contrat étant générique. Et de fait, il ne prend pas en compte les spécificités. Donc, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que n'importe quel papier qu'on signe soit le reflet du bien qu'on veut acheter. Oui, totalement. Ça, c'est super important. Identifier le bien, mais au-delà d'identifier le bien, tu peux avoir besoin d'un financement en tant qu'acquéreur. Donc, est-ce que le financement, et peut-être on en reparlera après, mais c'est super important parce que le financement, notamment en Catalogne, le Code civil catalan protège plus l'acquéreur qui a besoin d'un financement que dans le reste de l'Espagne. Donc, indiquer dès le début, carte sur table, j'ai besoin d'un financement, c'est un gage de sécurité juridique pour toi, tu vois. Parce que si demain, en Catalogne du moins, tu n'as pas ton financement, tu peux récupérer tes arts. Ouais. Tu vois ? Donc, ça, il faut le mettre sur le document, dès le début. Si tu ne le mets pas, et les agents immobiliers vont dire « on ne le met pas, c'est pas grave, ok, on le sait. » Non, non. En fait, c'est super important de le mettre. Ouais. Donc, le papier qu'on va signer avec l'agent, déjà, vraiment s'assurer qu'il coche toutes les cases, notamment du financement, du type de bien qu'on achète. Et après, effectivement, étape 2, ça va être le financement, qui aussi est régi par ses propres... Enfin, mettons que tu aies vu un bien, que tu signes un papier d'art, donc que tu payes, parce que ça, c'est un truc, tu payes pour réserver. C'est aussi un truc auquel on n'a pas du tout l'habitude en France. Ben oui. Parce qu'en France, déjà, le compromis, parce que le contrat d'art ici, la charras, c'est l'équivalent du compromis de vente en France. Ça signe devant le notaire. Et en fait, le notaire, il va recevoir les fonds, tu vois, qui séquestrent sur son compte. Ici, le notaire, il séquestre pas de fonds. Non. Et nous, les avocats, on n'a pas de compte CARPA, donc on séquestre pas les fonds. En fait, les 10%, tu les verses directement sur le compte du vendeur. Donc, alors, moi, j'ai pas d'outils juridiques pour vérifier sa solvabilité. Par contre, ce que je fais, c'est un audit juridique du bien pour, tu vois, checker que tous les certificats légaux sont en vigueur, qu'est-ce qui manque pas, s'il manque des choses, est-ce que c'est grave ou pas. Et j'essaye d'identifier les risques. Comme ça, mon client acquéreur, il verse 10% du prix. C'est le moment le plus risqué parce qu'en fait, tu n'es pas encore propriétaire, mais tu as déjà versé 10%. Alors, sur un bien à 300 000, c'est 30 000 euros quand même. Tu vois, donc... De toute façon, c'est un bien mobilier, donc 10%, c'est significatif. Mais totalement. Tu vois, c'est pas 3 clopinettes, donc c'est important. En principe, c'est 10%, t'as déjà, ça fait partie pour certains de mes clients de tout leur épargne. Parce qu'après, ils vont demander le financement.
Donc, c'est quand même un peu toute ta vie qui va dans ce projet. Il ne faut pas se foirer, excuse-moi l'expression, mais voilà. Mais les principaux, à ce moment-là, c'est quoi les principaux risques? Parce que je crois que sans vouloir être anxiogène, il faut quand même regarder les risques. Le risque sur ces 10%, c'est-à-dire que le risque, il est que le vendeur ne te donne pas, si la transaction ne se passe pas, qu'il ne donne pas. Enfin, tu peux lister un peu au début de l'achat les vrais risques ou les vrais red flags qu'il faut avoir quand un truc arrive qui est un peu bizarre, on ne s'en rend pas compte et qui se retourne contre nous. Ça peut être quoi à peu près? Alors, je vais te donner 3 grands exemples. Le premier exemple, ça peut être j'achète un appartement, mais il n'y a pas de cédula. La cédula, c'est le certificat d'habitation. Donc, si tu achètes un bien qui n'a pas de cédula, tu es sur le marché des locaux commerciaux, pas des habitations. Donc, c'est un marché inférieur en termes de prix du mètre carré. Ouais. Donc, en fait, tu es en train d'acheter un appartement qui n'est pas un appartement juridiquement parlant. Ouais. Donc, du coup, tu payes plus cher que ce qu'on t'a vendu. Enfin, on t'a vendu quelque chose. Que ce que tu devrais acheter parce que c'est un bureau et tu veux t'installer et vivre dans un bureau, mais comme tu n'as pas assez de là. Et ça, c'est aussi un truc qu'on a du mal à imaginer parce que ça existe beaucoup en Espagne. Ouais, ça existe énormément, notamment dans le Poblano, où il y a beaucoup de lofts qui sont nickel. Et les gens me disent, mais si, c'est un vrai appartement. Enfin, c'est nickel. Tout a été refait. Oui, d'accord, tout a été refait tu vois... en vrai, dans les travaux. Administrativement. Mais juridiquement et administrativement, il n'y a pas cette étape qui a été faite. Du coup, toi, tu vas débourser un prix qui correspond à un appartement, mais tu n'as pas cette cédula. Donc, le jour où tu vas le revendre, la personne qui va s'en apercevoir, forcément, elle ne va pas vouloir payer le prix, tu vois. Donc vraiment faire attention à ça. Premier risque. Ça, c'est le premier risque super important. Ensuite, il y a une problématique spécifique à l'Espagne, et notamment à Barcelone, parce que c'est une ville quand même en bord de mer, c'est la luminosis et l'IT. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ces mots-là, c'est des mots un peu barbares. L'IT, c'est l'inspection technique des édifices. C'est comme le contrôle technique de la voiture, sauf que c'est pour les bâtiments. Et donc, quand tu achètes un appartement, parce qu'à Barcelone, il ne faut pas se leurrer, il y a peu de maisons, donc les gens, ils achètent des appartements qui sont en copro, il faut vérifier que cet immeuble a bien passé l'IT, d'accord? Et c'est quelque chose qui ne dépend pas de ton vendeur. C'est quelque chose qui dépend de la copro. Ouais. Tu vois? Donc, ça dépend quelle copro tu as. Soit ce sont des gens diligents, soit ce sont des gens qui ne veulent pas débourser un centime. Donc, en fonction de ça, moi, j'ai eu des clients qui ont acheté un super appart qui avait été refait à neuf, mais en fait, les parties communes et la totalité du bâtiment étaient pourries d'aluminosis. C'est une maladie du béton. Le béton s'effritait, donc il y avait des problèmes de structure. Donc, ils en avaient pour des 1000 et des 100 pour renforcer la structure. Et toi, en tant que copropriétaire, tu as un pourcentage, en France, on parle d'un millième, mais en Espagne, c'est un pourcentage, d'éléments communs. Donc, tu vois, il a acheté, 2 mois après, il s'est rendu compte qu'il y avait 200 000 euros de travaux de copro à faire. Ouais. Donc, même si tu as 3%, tu n'avais pas prévu ça, tu vois. Et l'IT, ça se passe tous les combien de temps ? Alors, l'IT, c'est notamment les gros problèmes qu'on a, c'est les immeubles qui sont construits dans les années 60-70, parce que c'était la bulle immobilière, c'est là où c'est le plus affecté. Mais l'IT, c'est au bout de 45 ans de la construction de l'immeuble. OK. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles. Et je ne sais pas, quand tu te balades dans Barcelone, tu vois parfois des filets, tu sais, sur les balcons. J'en ai un tout près de chez moi. Et bien voilà, ça, c'est typiquement un immeuble où on sait qu'il y a beaucoup de travaux d'IT. On n'a pas encore tous les fonds, parce que ça représente une somme importante. Ouais. Donc, petit à petit, on demande aux copropriétaires une provision de fonds. Et puis, quand on aura les fonds, on enlèvera les filets et on fera ce qu'il y a à faire. Mais en attendant, s'il y a des petits bouts de la façade qui se décrochent, on a les filets, ça ne tombe pas sur les passants. Mais donc, tu dis que c'est tous les 45 ans. Cela dit, on sait la typologie d'immeuble qui a passé l'IT ou qui passerait pas l'IT ou qui est en danger. C'est les immeubles 50-60, un peu les Núñez de Navarro, comme on les appelle ici, mais c'est plus large. C'est moins les vieux immeubles. Non, les vieux immeubles, tout ce qui est 1800, 1900, t'as pas de souci. Bon, après, il faut voir l'état quand même, parce que ce sont des vieux immeubles, mais il faut voir l'état des parties communes. Mais la problématique, c'est vraiment sur les immeubles des années 50, 60, 70. Qui sont faits en béton. Ouais, qui ont été faits en béton à la va-vite pendant la bulle immobilière. Et du coup, alors, je suis pas du tout architecte, donc j'y connais rien, mais en gros, ils ont construit trop vite. Et ce qui fait que le béton n'a pas séché suffisamment le temps suffisamment longtemps. Et du coup, ça s'effrite, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu flippant. C'est un peu flippant, carrément. Et l'érosion fait que ça s'aggrave. Et donc, nous, sur toutes les villes côtières, aux Baléares, c'est la même chose, tu vois, Barcelone. Malheureusement, on peut avoir ce problème-là. Donc ça, c'est super important et c'est quelque chose... Moi, je vérifie parce que je demande les procès-verbaux, tu vois, de réunion de la copro. En plus, je vérifie au cadastre l'année de construction de l'immeuble. Donc, voilà, je fais tout mon audit
pour dire au client, OK, il y a 0 risque à luminosis ou il y en a un. Et s'il y en a un, ce que je lui conseille, c'est de dire, faites une visite avec un architecte pour qu'il voit l'état, tu vois, qu'il te fasse un compte rendu, un rapport en disant... Il y a un niveau de risque élevé, voilà. faible, moyen. Ouais, totalement. Alors, automatiquement, je vais le dire à mes clients s'ils achètent une maison, parce que c'est encore plus, parce que le pire de la maison, c'est que tu es tout seul. Oui, tu es tout seul. Donc si tu as 200 000 € de travaux à faire pour renforcer la structure, c'est pour toi tout seul. Ouais. Donc là, le risque, il est encore plus gros. Mais de façon générale, si je vois la date, tu vois, de la construction de l'immeuble au cadastre... Tu as une indication. Ouais, voilà. Donc le deuxième, c'est donc cette idée, la luminosis. Et le troisième ? Alors, le troisième, c'est voir un petit peu au niveau de la taxe foncière. Combien est-ce qu'on parle de taxe foncière ? Parce que quand tu achètes un appartement, la taxe foncière, il faut aussi la payer. De combien elle est ? Donc, tout ça, est-ce qu'il y a des dettes qui sont sur la taxe foncière ? Parce que la taxe foncière, elle est attachée au bien. Tu vois ? Donc, quand toi, tu achètes un bien, s'il y a des dettes... Ah, il y a une sorte de compte de taxe foncière qui va avec. Ouais, alors... C'est pas individuel. Tu veux dire, c'est un peu entre les deux, mais... disons que... Tu vois, l'administration, elle se couvre. Elle dit, de toute façon, s'il y a un changement de titulaire, moi, je vais demander aux deux. Ouais. Donc, ils sont co-responsables solidairement, tu vois. Donc, tout ça, c'est des checks à faire, c'est des vérifications à faire. La taxe foncière en Espagne, c'est moins cher que ce que nous, on a l'habitude en France. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas de taxe d'habitation. Mais par contre, il faut vérifier de combien on parle. Parce que ça fait partie, comme les charges de copro, un peu du check à faire, parce que quand tu seras propriétaire, ça fait partie des charges qui seront... Oui, parce que tu peux te retrouver avec des dettes et on t'a un peu caché l'info. Et puis quand t'arrives le moment où tu as tous les papiers et les comptes de taxes foncières, voire de copro, j'imagine, on dit il y a un trou de temps et là, l'ancien propriétaire, il est plus là et ça te retombe dessus. Ouais. Alors, il y a un dernier créneau où on peut, si malheureusement on n'a pas l'info avant, mais moi j'essaie toujours de l'avoir un peu avant, c'est le jour où on signe chez le notaire, de dire, 300 000 €, je te dois 300 000, mais il y a 2 000 € d'aide de copro, je te les déduis, et il y a 3 000 € d'aide de taxe foncière, donc je te les déduis. Mais disons que le savoir avant, déjà... Puis ça te donne un petit peu aussi une info sur qui te vend le bien. Ouais, tout à fait. Tu vois, et parfois, moi j'ai des dossiers où c'est des successions. Donc dans le cas des successions, très souvent, il y a un peu de retard de paiement parce que le temps que ça se mette en place, qu'ils changent les titulaires, etc., ou le compte a été gelé parce que le défunt était prélevé sur ce compte, mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, tout ça, c'est important. Oui, c'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est juste que ça fait partie d'étapes qui n'ont pas toujours été très bien travaillées avant de vendre l'appartement, parce que succession veut souvent dire il faut vendre vite, donc on fait au plus vite et on laisse passer des choses, mais on peut se retrouver du coup, il faut en tout cas être vigilant avant de signer chez le notaire, parce que là, on parle vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment se dire, tout doit se faire au carré avant le notaire. Ouais. Et je pense qu'on revient dessus. Et le point d'après, pour moi, c'est le financement. C'est-à-dire que les règles de financement en France, je ne sais plus trop où elles en sont, mais on a l'idée, quand on est français de Barcelone, c'est que on a moins on peut payer moins, le taux d'emprunt est moins élevé proportionnellement au prix de l'appartement, qu'on peut en gros financer 60%, 70%, 80%. Alors, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ouais, ça dépend. Déjà, moi, 99% de mes clients sont des Français ou des francophones. Donc, j'ai la première question qui souvent arrive en me disant, mais est-ce que je me fais financer par une banque en France ou en Espagne ? Ça va dépendre de ta situation personnelle. Ouais. Parce que si tu perçois tous tes revenus en France, tu vas toquer à la porte d'une banque espagnole, elle va te dire, oui, d'accord, très bien, mais en fait, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Vous gagnez combien, quoi ? Donc, tu n'as pas trop d'antériorité, c'est un peu difficile. Mais en même temps, tu vas aller à ta banque française et ils vont te dire « Ah, vous achetez en Espagne ? Allez voir une banque espagnole, parce que nous, l'Espagne... Si le ping-pong. Voilà, c'est un peu le ping-pong. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et en fonction de la situation de chaque client, on va pouvoir aller se diriger vers l'une ou vers l'autre banque. Mais de façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques espagnoles financent les résidents et les non-résidents. Aujourd'hui, il y a 17 ans, quand j'ai commencé à exercer, ce n'était pas le cas. Les non-résidents, ils ne voulaient pas du tout... Aujourd'hui, et quand je dis résident, non-résident, c'est pas où tu habites, c'est où tu payes tes impôts. Oui, d'accord. Tu vois, c'est la résidence fiscale. Ouais. Donc, la banque espagnole, elle va financer aussi bien un résident fiscal en espagnol ou français, ça, c'est pas un problème. Ils ont un peu plus de mal quand tu achètes à deux et qu'il y en a un qui est résident fiscal et l'autre pas. Ça leur pose un petit peu plus de problèmes, mais on y arrive quand même. Et par contre, il y a des règles qui, là, sont mises en place par la Banque d'Espagne, qui est équivalente à la Banque de France. Sur de la vivienda, ce qu'on appelle vivienda, c'est un logement où tu vas y vivre. Donc, ta résidence habituelle, là, ils te financent jusqu'à 80%.
j'ai vu jusqu'à 90%, mais vraiment, il faut que le dossier soit plus. Mais généralement, c'est 80% du montant de la taxation. On va en parler après. Bien sûr. Et si c'est ta résidence secondaire, un investissement locatif ou un local commercial, là, on est sur du 60-70%. Ouais. Ce qui n'est pas neutre, parce que ça veut dire qu'il faut faire un gros apport en proportion. Ouais. Donc, il faut que tu apportes le pourcentage qui n'est pas financé. Ouais. Ça, c'est important. Mais tous les impôts et tous les frais, parce que les banques espagnoles, elles ne te financent pas les impôts, elles ne te financent pas les frais. Ouais. Et dans impôts et frais, ils font compter un minimum en Catalogne de 10% jusqu'à 12%. Par exemple, à Madrid, c'est 8% l'impôt. Tu vois, donc ça dépend des communautés autonomes. Mais on parle de Barcelone, entre 10 et 12%. Donc il faut que tu aies, en gros, entre 20 et 22% quand même du prix en apport. Ce qui veut quand même dire que pour un bien qui vaut 1 million, on va prendre 1 million, parce que foyer grandeur, il faut rajouter entre 100 et 120 000 euros de frais de notaire et d'impôt. De frais de notaire et d'impôt, effectivement. Et tu ne peux, en gros, si c'est ta vivienda, ta résidence principale, tu ne peux être financé, encore, il faut justifier des revenus, mais tu ne peux être financé que jusqu'à 800 000 euros. Oui, exactement. Donc il y a quand même, sur un bien à 1 million, entre 300 et 320 000 euros à apporter soi-même. À apporter soi-même, effectivement. Sinon, ça ne va pas marcher. Ouais. Ça ne va pas marcher sur une banque espagnole. Hein. Après, je ne te parle pas de banque française. Tu crois que... Oui, mais alors, après, là, ça veut dire qu'il faut, auprès de la banque française, justifier de bien en France. Enfin, j'imagine qu'après, il y a des collatéraux à apporter. Moi, les clients qui arrivent à se faire financer par leur banque en France, c'est parce qu'ils ont du patrimoine immobilier en France. On ne va pas se mentir. Si tu n'as pas de patrimoine immobilier en France, eux, ils n'ont pas de garantie. Et c'est 100% risqué pour eux. Donc, ils ne vont pas le faire. Ouais. Donc, c'est quand même une petite portion des gens. La plupart. La plupart. Enfin, la plupart pour l'achat. Là, si on parle vraiment de la résidence principale, ça va être... Il y a 1 ou 2 salaires en Espagne. Ouais. Je suis résident espagnol. Ouais. J'arrive devant... Je trouve un appartement à 1 million d'euros. Bon, ça, c'est pour faire des comptons. Et ben, il faut que je puisse, moi, apporter 300 000, 320 000. Ouais. Emprunter 800 000 pour que ce soit réalisable. Et ça, on n'a pas... Alors, est-ce qu'en France, parce qu'on a eu l'habitude d'être surfinancé, qu'on se fait un peu des idées, mais je pense qu'il y a cette partie des 10-12% auxquels on ne pense pas forcément en commençant, parce que ce n'est pas indiqué sur les prix qu'on voit sur Idealista, Bitaclia et autres. Non, ça, tu ne trouveras pas cette info. Et j'ai des clients aussi qui veulent faire des travaux, par exemple. Tu vois, ils me disent « Ah, mais je vais me faire financer les travaux. » C'est très difficile en Espagne. Les banques espagnoles, pour se faire financer des travaux, faut être à la bonne. Parce que moi, en 17 ans de carrière, je l'ai peut-être vu 3 fois. Ah ouais. Tu vois, donc c'est vraiment très, très restreint. Quoi. Ou alors, quitte à refaire un crédit juste pour les travaux auprès d'une banque. Mais alors là, attention, les taux d'intérêt, c'est un crédit à la consommation. Donc, tu es sur du 7, 8, 9, 10%. Oui, les taux d'intérêt ici pour ce genre de crédit sont hyper élevés en Espagne. Hyper élevé, le crédit à la consommation. Alors que et là, on va parler de chiffres réels, parce que j'ai eu des opérations là en février-mars 2025. Tu peux trouver du 3,15 bonifié, parce que tu sais, tu as déjà entendu parler des bonifications. 3,15, c'est ton taux normal. Et puis, si tu prends des produits bancaires, par exemple l'alarme, l'assurance vie, etc., ça te fait ce qu'ils appellent des bonifications. Et ça te réduit ton taux d'intérêt si tu gardes ces produits financiers jusqu'à la fin du prêt. Donc, moi, les meilleurs taux que j'ai eus là, ces derniers mois, je te parle des 3 derniers mois, 2025, on est sur du 2,15. Je n'ai pas vu un meilleur taux que du 2,15 en résidence principale. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en résidence secondaire, c'est plus élevé. En résidence secondaire, oui, c'est plus élevé. Et en plus, ils ne te financent pas à hauteur de 80%, mais 60 ou 70%. Ouais. Et ça, les taux d'intérêt, ils ont un peu rebaissé. C'est-à-dire, est-ce que, selon toi, c'est le moment... Alors, c'est toujours un peu la réponse est toujours un peu oui, toujours un peu non, mais ils ont été très bas les années autour du Covid. Ça a remonté, c'est en train de redescendre. Quelle est la tendance pour 2025 que les professionnels qu'ils imaginent, qu'ils prévoient pour l'année ou les 18 mois à venir? Ouais, alors sur le premier trimestre 2025, c'est un petit peu baissé. Je pense que ça va continuer à baisser sur le deuxième trimestre. Et après l'été, on verra. Ouais, mais tout ce qui baisse, t'es pas à l'abri que ça remonte. Hein. Et alors justement, en parlant de baisser et de remonter, taux fixe, taux variable, on en est pour un achat immobilier. Aujourd'hui, les banques espagnoles font les deux. Aussi bien du taux fixe comme du taux variable. Ça, on est d'accord que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Non, ce n'était pas le cas. Moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, le taux fixe, il était à 5%.
Tu vois, ça n'existait pas et tu avais le taux variable qui était calqué sur l'Euribor. Puis ensuite, tu as eu, j'imagine que tu en as entendu parler dans les médias, toute cette problématique de plafond plancher. On ne peut pas aller au-delà, etc. Donc, tu as un taux variable avec un plafond et un plancher, mais ça peut varier dans cette tranche-là, on va dire. Mais moi, et à titre personnel, au mois de mars, là, j'ai acheté une résidence principale. J'étais sur un taux fixe à 20 ans. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Parce que les taux variables, on en a un peu peur. Alors que il y a des gens qui disent j'ai acheté au début des années 2010 et donc j'ai profité des taux variables. Enfin bon, on préfère quand même le taux fixe. Et c'est vrai que ça, c'est une information importante. C'est que ça n'existait pas. Non. Et que maintenant, c'est quand même beaucoup plus accessible que ça n'était. Maintenant, ça existe. Ils font beaucoup, les banques espagnoles aiment beaucoup les taux mixtes, c'est-à-dire que les 5 premières années, il va être fixe, et puis après, ça va être du variable. Donc, ils font beaucoup ça, mais moi, personnellement, j'ai mis un peu la pression pour un taux fixe sur 20 ans, et j'ai pas vraiment eu à me bagarrer, tu vois. Taux fixe sur 20 ans, ça dépend de ton âge aussi, mais en règle générale, il n'y a pas de souci. Et par rapport à, il y a 15 ans, tu vois, quand ça n'existait pas, ils te regardaient comme ça. Et nous, Français, avoir un taux variable, ça ne rentre pas dans notre tête. Non. C'est pas dans notre culture. Et maintenant qu'on a le financement, on a bien compris, on passe chez le notaire. Le moment, quand on passe chez le notaire, du coup, il n'y a plus cette logique de promesse et d'achat comme il y a en France, avec ces 3 mois de délai entre la signature de la promesse et l'achat. C'est-à-dire qu'on sort de chez le notaire, on a les clés, on est chez soi. Exactement. En fait, en France, effectivement, tu as les 3 mois, mais les 3 mois, c'est avant le notaire, c'est pour te constituer ton prêt. Là, quand tu signes ton offre de prêt, il y a un délai de 14 jours. En Catalogne, dans le reste de l'Espagne, c'est 10 jours, d'accord ? Qu'on appelle le délai de désistement, où tu peux réfléchir, parce que c'est la loi qui protège les consommateurs. Ouais. C'est beaucoup de temps, c'est des gros montants. Donc, tu as le droit de te rétracter pendant ces 14 jours-là. Donc, c'est le seul délai légal qu'il faut que tu respectes. Donc, entre le moment où tu signes ton offre et la fin du délai de 14 jours, tu ne peux pas signer chez le notaire. Une fois que ce délai est passé, tu signes chez le notaire. Donc, concrètement, une opération, si ton financement ne pose pas de problème, c'est assez rapide en Espagne. C'est beaucoup plus rapide qu'en France. Ouais. Et une fois que tu signes chez le notaire, tu verses le complément de prix à ton vendeur, il te donne les clés, ça y est, t'es propriétaire. Ouais, c'est vrai, parce que les 14 jours versus les 3 mois, c'est comme dans le monde du travail. C'est comme les délais les living notice du boulot, quoi. Pour les licenciements, ouais, totalement. Oui, ce qui veut dire que tu te dis, à partir du moment où on a compris la manière dont ça se structurait, que ce soit en termes d'apport, en termes de taux d'intérêt, en termes de financement, en termes de décision, enfin de watch out, de choses auxquelles il faut faire attention, la rapidité, ça peut être potentiellement plus rapide d'acheter en Espagne, pour peu qu'on soit méthodique dans cette approche, qu'en France. Totalement. Moi, j'ai vu des opérations, 1 mois et demi, 2 mois grand max, elles étaient bouclées du début jusqu'à la fin, vraiment. Ce qui est assez ce qui est d'ailleurs par défaut inenvisageable en France. Ah ben en France, non, parce que tu as les 3 mois pour monter ton prêt, etc. Mais en France, tu as de moins de risques aussi, parce que tu verses les arts chez le notaire, tu sais. Ouais. Donc, tu n'as pas de risque. Là, le risque qu'on a en Espagne, c'est que les arts sont versés sur le compte du vendeur. Si tu n'obtiens pas ton financement, et attention, je précise, c'est vraiment que en Catalogne, si tu n'obtiens pas ton financement, tu peux présenter un certificat de refus de financement de ta banque et récupérer tes arts. Encore faut-il que le vendeur a bien conservé tes arts au chaud, parce que s'il en a fait n'importe quoi, tu peux le récupérer devant le tribunal. Mais bon, s'il n'est pas solvable, il n'est pas solvable. Hein. Ouais. Tu vois ? Et par contre, si tu te désistes pour une autre raison qui n'a rien à voir avec ton financement, là, tu perds tes arts. Ouais. Là, tu ne peux plus revenir en arrière. Et si c'est le vendeur qui se désiste, il a l'obligation de te verser le double des arts. Donc, il doit te verser 20%. Ah oui, c'est important à savoir. Ça. Eh oui, c'est important à savoir. Donc, c'est quand même très engageant de verser des arts, quoi qu'il en soit. Enfin, ça implique des situations auxquelles il faut être préparé, encore une fois. Ah, mais totalement. La solvabilité ou le... Ok. Est-ce que le marché, il y a eu une affection pour l'Espagne, beaucoup pour Valence ces dernières années, pour Barcelone. La tendance est positive. C'est toujours. Alors, tu dirais, est-ce que pour le coup, pour des investissements locatifs, c'est toujours un marché avec un bon rendement, tu dirais ? Ça, faut voir un petit peu au cas par cas, parce que ça dépend de ton locataire. Il faut savoir que maintenant, à Barcelone et dans tout ce qu'on appelle les zones tendues, la zona tensionada, les locations d'habitation, il y a un plafond maintenant sur les loyers. Ouais. Donc, ta rentabilité, elle en prend un coup. Ça, c'est certain. Donc, si tu fais de la location d'habitation, c'est un petit peu moins rentable là aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Ça, on va pas se leurrer. Ouais. Par contre, si tu es dans de la location... alors, je parle pas de la location touristique, parce que ça, il faut une licence et c'est vraiment particulier. Mais dans la location mid-time, donc de 1 mois à 11 mois, si c'est réel, cette location, pour ton locataire, là, on est toujours sur des taux de rentabilité. Barcelone, ça tourne énormément. Ouais, Donc, c'est vrai que d'ailleurs, c'est un peu au détriment des gens qui s'installent longtemps. On enlève l'appartement touristique, mais c'est cette espèce de beau de 11 mois sur du meublé, des choses comme ça. C'est vrai que c'est très rentable. Ça assèche un peu le marché de la location. Totalement. En fait, si tu cumules les loyers plafonnés et ce type de location, c'est sûr que pour trouver une location, c'est difficile, ce qui fait que de plus en plus de gens sont un peu forcés d'acheter, au fond, pour trouver un bien qui leur irait mieux. Mais ouais, en tant qu'investissement, ça reste effectivement encore intéressant. Il n'y a pas une espèce de phénomène de bulle. Moi, j'ai un peu eu cette impression-là parce qu'il y a eu beaucoup de boîtes françaises qui sont venues développer des services, notamment plein de PropTech, qui ont voulu vendre beaucoup Valence aux investisseurs français. Et quand tu vois cet afflux-là, tu te dis, il y a peut-être un peu une bulle, quoi. Oui, au final, quand tout le monde, tu vois, va vers la même direction, forcément, c'est moins bon marché parce que tu fais monter les prix. Enfin, c'est le jeu de l'offre et de la demande, quoi. Donc, c'est un peu le risque, effectivement. S'il y a un doute sur est-ce que j'investis à Valence ou à Barcelone, je suis pas sûre qu'il y ait une réponse générale pour ça. Ouais. C'est plutôt une réponse au cas par cas, de dire, on est où ? Je pense que Valence est aussi une zone tendue, tu vois, comme Barcelone en termes de loyer, mais comme Madrid, enfin, les grandes villes, quoi. Et les zones tensionada, où les loyers. Donc, c'est selon les zones que les loyers vont être plafonnés. Oui, exactement. C'est en Catalogne, c'est en Espagne, c'est partout. C'est quoi un peu les règles ? C'est partout. Alors, c'est régional, c'est-à-dire que c'est la communauté autonome qui a défini et elle définit les territoires. Donc, tu peux consulter, c'est assez facile, mais tu définis ton territoire, c'est par ville. Et certaines villes, notamment les grosses villes, c'est par quartier. Ah, carrément, c'est à ce niveau-là. C'est vrai que ça change d'un quartier à un autre. Et du coup, en fonction, notamment sur Barcelone, tu vois, sur le site internet de la Generalitat, il me semble, ou peut-être de la mairie, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, mais tu peux, en mettant l'adresse exacte du bien, tout de suite, on te dire, le loyer ne peut pas dépasser ça. Ouais. Tu vois ? Donc, oui, c'est vrai que ça, c'est pareil avec le cadastre, c'est que c'est quand même toute cette open data est hyper bien développée en Espagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir le plan de tous les appartements de la ville et au cadastre, donc on sait le nombre de mètres carrés. Et je pense que c'est aussi un des conseils qu'on peut donner. On regarde un appartement, il faut savoir, on aurait presque dû commencer par ça, parce que quand on voit une annonce, il y a généralement 3 surfaces différentes. Et donc, l'avantage, c'est que le cadastre, c'est le juge de paix. Tous les appartements sont au cadastre, au même endroit, j'imagine, que les informations sur le loyer. Et ça, c'est génial d'avoir cet outil-là parce que on va parler de surface globale qui va prendre en compte les parties communes, d'utile. Ouais, utile, construite, il y a différentes surfaces. Mais il faut savoir qu'effectivement, on va vous donner le mètre carré parce que nous les Français, on a énormément l'habitude, c'est notre mode de fonctionnement de dire combien je paye en mètre carré. Ouais. Tu vois, tu as 300 000 euros, tu as 60 mètres carrés, tu fais ton petit calcul et tu sais que tu payes tant du mètre carré. Ok, tu peux faire ce calcul-là, mais il faut savoir que les mètres carrés en Espagne, c'est à la one again. C'est pas du tout comme en France, on n'a pas la loi carré qui te dit alors sous pente, au-delà d'1,20 m. Non. Là, en Espagne, tu vas avoir 3 surfaces différentes, le cadastre, le registre et la cédula. Il va y avoir des surfaces différentes. En fait, moi, ce que je dis à mes clients, c'est ok, vous oubliez les surfaces. Ouais. Vous allez voir l'appartement, est-ce qu'il correspond à vos besoins ou pas ? Ouais. En gros, c'est ça. Oui, c'est vrai que le prix au mètre carré, il n'a aucun sens. Mais il n'a aucun sens parce qu'on n'a pas de vrai calcul. Il n'y a pas de loi Carrez, en fait. Non, il n'y a pas de loi Carrez et chaque organisme va avoir son mode de fonctionnement du calcul. Tu vois, pour prendre un exemple très simple, si tu as un balcon, alors s'il est moitié fermé, le cadastre va prendre 50% de sa surface. Le registre, il ne va même pas en parler parce que c'est un balcon. Ouais. Tu vois, donc parfois on me dit j'ai une terrasse qui fait 50 mètres carrés. Alors déjà, petit aparté, attention, balcon et terrasse en Espagne, ce sont des éléments communs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font partie de la copro, mais que tu en as l'usage exclusif. C'est-à-dire que tu habites dans ce qu'on appelle un sobreattico. Ouais. Ou un attico. Un attico. Et donc théoriquement, tu as 50 mètres carrés de terrasse qui ne sont pas de ta propriété. Qui sont à la copropriété. Mais tu en as l'usage exclusif. C'est-à-dire que seul toi peux l'utiliser. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des gros travaux à faire d'imperméabilisation de la terrasse, il n'y a pas que toi qui vas payer, c'est toute la copro qui va payer.
Alors, les voisins vont grincer des dents, mais... Il vaut mieux être le propriétaire de la terrasse que l'habitant du dessous dans ces cas-là. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que c'est quand même pas mal compliqué. Et donc, il vaut mieux se faire accompagner par un avocat, non seulement à cause de ce notaire, c'est pas uniquement pour dire faites appel à Audrey, mais parce que c'est quand même un parcours relativement semé d'embûches dont on ne se rend pas forcément compte au départ. Mais pour ceux qui, malgré tout ce qu'on vient de dire, ont quand même envie d'investir, c'est quoi les 3-4 conseils avant de se lancer, j'irais même, avant même de se lancer? Moi, c'est un peu, j'ai dit la même chose pour les boîtes qui veulent se lancer. C'est quoi les 3-4 conseils avant même d'ouvrir Idealista ou n'importe quel site internet, l'espèce de mindset dans lequel il faut se mettre pour pas justement se retrouver un peu trop tard confronté à ces sujets? Ouais. Déjà, la toute première chose, moi, j'ai envie de te dire, c'est il faut être sur place, quoi. Ouais. Parce que mes clients qui font tout à distance, il y a un moment où c'est pas gérable. Ouais. Donc oui, tu peux déléguer les visites et prendre un chasseur immobilier, ça, c'est pas un souci. Mais j'ai eu 3 fois dans ma carrière des gens qui ont acheté et qui sont venus voir avant la signature de notaire le bien, ils se sont mordus les doigts. Ouais. Parce que justement, nous, on a la loi Carrez, parce que, il y a plein de choses. On a notre propre appréciation et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est hyper important. Donc oui, tu peux déléguer certaines choses à des professionnels, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même que tu te rends compte, surtout si c'est ta résidence principale. Ouais. Et puis surtout, si tu connais pas la ville, quoi. Quand même, le quartier, l'ambiance, t'achètes un bien. Tu vois, mon père me disait, quand j'étais plus jeune, il me disait, l'immobilier, tu peux tout changer. Tu peux tout casser, tout refaire. La seule chose que tu changes pas, c'est la localisation. Ouais. Donc ça, c'est quand même super important. Ouais. Ensuite, de connaître le quartier, enfin de se renseigner sur le quartier. Sur le quartier. Ouais. Sur le quartier, sur les transports en commun que tu as autour, sur les services dont tu as besoin. Chacun a des besoins différents. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des garderies? Est-ce qu'il y a un centre de santé? Ça dépend de ta situation personnelle. Ça, c'est super important. Et c'est pas du tout juridique, mais c'est vraiment important. Ouais. Tu vois? Ensuite, c'est définir ton projet. Est-ce qu'on est sur de la résidence principale? Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Bah ouais, mais bon, comme on est français, peut-être on achète, mais peut-être on reste pas tout le temps. » Ok, d'accord, mais à aujourd'hui, c'est quoi ton besoin? Ouais. Parce qu'en fait, l'immobilier, tu t'enracines pas. L'immobilier, tu l'achètes, tu peux le revendre, tu peux le louer. Enfin, il y a plein d'options une fois que tu es propriétaire. Mais quel est ton besoin à aujourd'hui? Parce que, notamment, moi, j'ai une cliente qui me disait « J'achète tout petit parce que peut-être que je vais louer plus tard. » Oui, mais en fait, tu me dis aussi que tu vas avoir un enfant. Donc, en fait, cet appartement, il va être trop petit peut-être pour toi à un moment. Ouais. Et là, j'extrapole vraiment à ma mission d'avocat parce que c'est pas du droit. Ouais. C'est de la personnalisation. Moi, j'ai pas envie d'accompagner les clients. Oui, mais tout ça aura un peu une répercussion pour toi. Parce que si tu as des dossiers, tu prends le pire de ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui ont acheté à distance sans jamais voir, ça peut te poser des problèmes, toi, en tant qu'avocate. Si tu as des gens qui découvrent que le quartier n'est pas ce qu'ils voulaient, pareil, et pareil, à chaque étape, c'est vrai que c'est une préparation, mais qui nécessite, de ce que tu entends, c'est vraiment de se projeter. C'est un peu une débilité de dire ça, mais en fait, ça revient quand même à dire c'est pas comme la France, il n'y a pas les mêmes, c'est pas les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes types d'habitation, parce qu'effectivement, on parlait de ces immeubles des années 60-70 qui peuvent être plus fragiles, des immeubles à champlades. Enfin, il faut vraiment savoir découvrir, connaître les quartiers, le type d'immeuble qu'il y a dans les quartiers, les types de copropriété aussi. Je sais pas si c'est un sujet. Ça, c'est super important. Ouais. C'est super important. C'est vrai, tu vois, notamment la configuration. Alors, surtout à Barcelone, tu vois, on a souvent des appartes très, très longs et ils sont très friands, les Espagnols, de la chambre intérieure. Tu vois. Ouais. Donc, c'est une petite chambre d'enfant, OK? Sauf que soit la fenêtre, il n'y en a pas, ou soit elle va donner sur la cage d'ascenseur. Ouais. Alors, pour le repos du bébé, si tu veux, c'est pas l'idéal quand même. C'est sûr, ça peut être un peu bruyant. Non, mais voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Quand tu le sais pas, tu peux pas le savoir. C'est pas marqué dans les bouquins, c'est pas marqué sur Idealista. En plus, sur Idealista, tu vas avoir affaire à des agents immobiliers qui sont barcelonais depuis toute la vie, qui ont même pas cette distance pour se dire attention, c'est comme ça ici. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont vu que ça tout le temps. Ouais, pour eux, c'est tout à fait la normalité. C'est comme ça. T'as des immeubles qui sont sans ascenseur. Ouais. Et t'as beaucoup d'appartements qui sont sans chauffage. Ouais. Alors, ok, Barcelone, il fait toujours beau, mais c'est pas vrai, regarde, on en parlait juste avant. En ce moment, il pleut, c'est le déluge. Mais en même temps, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie en vivant dans un appart sans chauffage à Barcelone qu'en France. D'abord, il y a un sujet. Il n'y a aucune isolation. L'isolation n'a pas passé les Pyrénées. C'est un concept qui n'existe pas au-dessus des Pyrénées. Donc, il y a des énormes fenêtres qui sont magnifiques à la vue, mais qui ne sont pas pratiques du tout. Qui sont pas du tout Peu de double vitrage. Peu de double vitrage. Et il faut le dire,
je rebondis sur ton peu de double métrage, Barcelone est une ville bruyante. Ouais. C'est une ville en ébullition. Les voisins, ils crient fort. Mais non, c'est pas qu'ils crient fort, c'est qu'en Espagne, on parle fort. Ouais. Ils parlent fort de façon générale. Donc tout ça, c'est super important. Ouais, écoute, je pense que c'est vrai qu'il y a un côté... je retiens 2 choses. Il y a un côté très culturel qu'il faut s'approprier. C'est en Espagne. Et un côté très légal. Donc en fait, un achat immobilier, c'est un achat culturel et très légal, très différemment légal qu'en France, par rapport à la France. Totalement. Et dans mon rôle d'avocate, j'ai un petit rôle de psychologue aussi parfois, tu vois, de dire attention, hein, vous avez passé la frontière. Oui, parce que c'est quand même un achat extrêmement évidemment impliquant. C'est une débilité de dire ça, mais quand c'est ton principal patrimoine, c'est pas neutre et il faut vraiment identifier toutes les erreurs qu'on peut commettre sans même parfois s'en rendre compte. Totalement. Et c'est aussi le rôle d'un avocat, mais c'est aussi là que se justifie le fait de rentrer dans la culture de la ville, du quartier, de la copropriété, de la loi en vigueur, du type de financement et de tout ce qu'on vient d'aborder. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Guillaume, pour l'invitation. À très vite.